Last night, her housekeeper, Eunice Murray, noticed that Miss Monroe still had her bedroom light on at midnight. At 3 a.m., Miss Murray found the light still on, the door locked. A physician, hurriedly summoned, broke a bedroom window, found the actress dead in bed, holding in one hand a telephone which was off its hook. But I'm not just generally happy. If I'm generally anything, I guess I'm generally miserable. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Par un médecin, un psychanalyste qui avait tendance plutôt à la surmédicamenter. Marilyn s'est suicidée? A-t-elle été assassinée? Do I feel happy in life? Let's say I hope I'm finding happiness. Les médecins lui faisaient des ordonnances avec des doses monstrueuses de médicaments qu'elle avalait. Dans la nuit du 4 au 5 août 1962, Marilyn Monroe décède dans des circonstances étranges. Son corps est retrouvé par son psychiatre, Ralph Grinson. La superstar de 36 ans est allongée sur le ventre, nue dans son lit. Le coroner déclare que la mort de l'actrice est un suicide probable. Au fil des années, un nombre conséquent de versions sur la réelle cause de la mort de Marilyn Monroe vont voir le jour. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Petite pause d'1 mois qui était pas vraiment une pause parce que pendant ce mois-là, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai écrit des épisodes, je vous ai préparé des sujets hyper intéressants. On s'est laissé avec Marilyn Monroe et sa relation amoureuse avec le joueur de baseball Joe DiMaggio. Eh bien, pourquoi pas recommencer avec la mégastar aussi. Je me suis lancé dans un véritable gouffre d'informations, de théories et de témoignages aussi invraisemblables que vraisemblables. Aujourd'hui, je vous parle de la mort de Marilyn Monroe. De sa mort qui reste encore aujourd'hui assez nébuleuse. La thèse officielle, je vous en parle dans quelques instants, reste le suicide. Mais au fil des années, on va voir différentes hypothèses sur la mort de la plus célèbre femme au monde. Dans les années 80, ses relations avec la famille Kennedy vont être dévoilées au grand public et à partir de là, c'est un ouragan d'informations, de rumeurs et d'histoires complètement folles qui naissent. Aujourd'hui, c'est de tout ça que je vais vous parler. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la relation entre Marilyn et le clan Kennedy, j'ai fait un épisode sur le sujet. Ça pourrait vous aider à comprendre certains points de l'épisode d'aujourd'hui, parce que je vais évidemment pas tout réexpliquer les liens. Dans cet épisode, c'est très clair, on comprend tous qu'il y avait un lien très fort entre l'actrice et la famille du président des États-Unis. Dans l'épisode que je vous parlais, j'en avais un peu parlé, mais vraiment très sommairement. Il y a eu des rumeurs où les Kennedy pourraient être impliqués dans la mort de l'actrice. Et c'est aujourd'hui, pendant cet épisode, que j'aborde le sujet de long et en large. Mais avant de s'embarquer dans le scénario non officiel, les hypothèses non confirmées, comment le corps inanimé de Marilyn Monroe a été retrouvé. Selon la version officielle qui se base sur le témoignage d'Eunice Murray, la gouvernante de l'actrice, témoignage qui va changer très souvent d'ailleurs, la journée du 4 août n'avait rien de spécial. Eunice Murray est depuis quelques mois celle qui est en charge de Marilyn. Dans le passé, elle a travaillé en tant qu'infirmière en psychiatrie et sait s'occuper de quelqu'un avec une santé mentale plus fragile comme celle de l'actrice. Pour faire juste un petit mot sur cette femme, elle a souvent été critiquée. Il n'y a jamais rien qui a été confirmé, appuyé sur des preuves, mais on a plusieurs témoignages d'amis de l'actrice qui la décrivent comme étant très sévère avec l'actrice. On dit qu'Eunice était parfois très froide et souvent, elle donnait un peu plus que la dose recommandée à la blonde quand on parlait de ses somnifères. C'était la petite précision que je voulais apporter à propos d'Eunice Murray. Elle s'occupe de la maison et surtout de l'actrice. Elle a été engagée par Ralph Grinson, le psychiatre de la blonde, afin de s'assurer que tout se passe bien dans son intimité. Eunice s'assure que la femme mange bien et ne manque de rien aussi parce que dans le passé, Marilyn a souvent négligé son alimentation.
La gouvernante raconte aux policiers qu'en journée, Marilyn a rencontré Lawrence Schiller, un photographe qui avait pour projet de prendre des photos de l'actrice pour le célèbre magazine Playboy. Le photographe et la blonde ont discuté un bon moment et se sont entendus pour que Schiller vienne au studio de la Fox et prenne des clichés nus de l'actrice sur le tournage de Something Got to Give, le film qu'elle tourne présentement. Eunice explique aux policiers qu'elle était étonnée que Marilyn accepte de rencontrer l'homme puisque la veille, elle avait très mal dormi et était très irritable dans ce genre de situation. La femme explique que le 3 août, Marilyn et Pat Newcomb, sa publiciste, son agente, se sont disputés un peu. Notez ici, se sont disputés un peu. Ce sera très utile plus tard. Marilyn s'était couchée un peu tourmentée par cette chicane. Le reste de la journée du 4 août s'est passé tout à fait tranquillement, selon Eunice. En soirée, Murray affirme qu'elle et Marilyn, comme à leurs habitudes, ont discuté de tout et de rien. Des projets à venir pour l'actrice, des futurs événements qu'elle avait à prévoir. Vers 20 heures, Marilyn se serait levée et se serait enfermée dans sa chambre. Marilyn barre la porte, chose inhabituelle selon la gouvernante. L'actrice n'avait pas l'habitude de fermer sa porte à clé et laissait libre accès à sa chambre à la gouvernante. Sur le coup, Madame Murray ne trouve pas cette action très étrange. Elle se dit que la blonde a probablement des choses intimes à faire où elle veut être seule pendant un moment. Elle n'est pas vraiment inquiète. Du couloir, Eunice entend l'actrice parler au téléphone à quelques occasions. La première fois, elle entend une conversation avec Joe DiMaggio Jr., le fils du joueur de baseball. Même si Marilyn et l'athlète étaient séparés, divorcés depuis 1954, l'actrice avait gardé un lien étroit avec le fils. Un peu plus tard, Eunice entend la blonde parler avec Peter Lawford, un ami. Lawford a permis à Marilyn de rencontrer John F. Kennedy puis tout le clan Kennedy. Il est marié à Patricia Kennedy, la sœur du président. Au cours de cet échange téléphonique, Eunice remarque que l'actrice semble fatiguée et qu'elle refuse de se rendre à la fête organisée par son ami le soir même. Puis elle entend Marilyn raccrocher. Concernant cet appel, Peter Lawford lui affirme que Marilyn, au bout du fil, semblait un peu droguée. Elle avait un discours très confus, avait du mal à articuler, au point où il ne comprenait pas vraiment tout ce qu'elle lui racontait. Selon Lawford, avant de raccrocher, elle lui aurait dit « Dis adieu au président et à toi, parce que tu es un chouette type ». Un appel assez mystérieux, très troublant, si on se fie à la déclaration de l'homme. On revient à la version de Eunice Murray et à la nuit du 4 au 5 août. Après que Marilyn ait raccroché le téléphone, Eunice va vaquer à ses occupations. Elle nettoie, ramasse, met de l'ordre avant de s'assoupir dans le salon. Mais vers 2 heures ou 3 heures du matin, elle se réveille avec la sensation que quelque chose d'inquiétant se produit. En se retournant, elle voit de la lumière dans la chambre de Marilyn, chose totalement inhabituelle, surtout à cette heure de la nuit. Elle se lève et va cogner à la porte de l'actrice. Aucune réponse. Elle interpelle l'actrice, toujours aucune réponse, ni signe de vie. La gouvernante sort alors de la maison et se rend à la fenêtre. C'est là qu'elle aperçoit l'actrice sur le ventre, la main sur le téléphone, elle semble inanimée. En vitesse, Eunice regagne l'intérieur de la maison et téléphone à Ralph Grinson, le pressant de venir. Elle dit au psychiatre « Quelque chose de très inquiétant se passe ». À son arrivée, Grinson trouve Eunice Murray très agitée. Elle ne tient pas en place et amène l'homme à la fenêtre. Là, incapable d'ouvrir la dite fenêtre, où il aperçoit sa patiente qui semble sans vie. Il casse la vitre puis entre. Constatant que la blonde ne réagit toujours pas, il téléphone au médecin de Marilyn, le docteur Heman Engelbert, qui se rend lui aussi sur place. À 4h25, il confirme le décès de la femme la plus connue du monde avant d'appeler une ambulance. Marilyn Monroe est décédée à l'âge de 36 ans. Last night, her housekeeper, Eunice Murray, noticed that Miss Monroe still had her bedroom light on at midnight. At 3 a.m., Miss Murray found the light still on, the door locked. A physician, hurriedly summoned, broke a bedroom window, found the actress dead in bed.
holding in one hand a telephone which was off its hook. To the end, she was known as Hollywood's best and least understood personality. Quand les Américains se réveillent le 5 août 1962, ils ont une nouvelle choc à la une de leurs journaux. Marilyn Monroe est décédée. Rapidement, les médias sortent des articles, des éditions spéciales sur la méga star du cinéma. À la télévision, on diffuse des reportages sur sa vie, sa carrière et on passe des extraits de ses films. À la radio, on entend uniquement la voix de Marilyn. On peut entendre ses chansons et bien sûr des extraits d'entrevues et de ses films. Les Américains sont sous le choc et bientôt cet état va toucher le monde entier. La mort de Marilyn Monroe plonge toute la planète dans un deuil immense. Mais comment la blonde de 36 ans a pu trouver la mort si tôt? La même journée de la découverte du corps, soit le 5 août 62, une autopsie sera réalisée. On découvre alors que le corps de la femme présente plusieurs petites ecchymoses, quelques petits bleus et sur les avant-bras, de petits trous, des trous comme laissent des aiguilles. Notez bien aussi, ce sera très intéressant plus tard. Après l'autopsie, on annonce devant une salle surremplie de journalistes que Marilyn Monroe s'est suicidée dans la nuit du 4 au 5 août d'une surdose de somnifères très puissant, le Nambutal. Le Nambutal est à l'époque l'un des somnifères les plus puissants et on retrouve dans le sang de l'actrice une quantité qui équivaut à plus de 25 à 35 pilules de ce médicament. Notez bien encore, on retrouve cette quantité dans son sang et non dans son estomac. Parce que pendant l'autopsie, on découvre aucun résidu laissé par le Nambutal. Normalement, ces pilules vont laisser un genre de substance jaunâtre. Dans le cas de Marilyn, rien n'est retrouvé, aucun résidu jaune. Dans l'annonce faite aux médias, on précise quand même que le coroner mentionne dans son rapport que ce n'est pas officiel. Il écrit « suicide probable ». Dans ce cas, pourquoi Marilyn Monroe se serait suicidée? Pour commencer avec cette thèse, c'est important de mentionner que l'actrice avait une santé mentale des plus fragiles. Toute sa vie, Marilyn a éprouvé des problèmes d'estime de soi, de confiance, et le manque de son père l'a beaucoup affectée, puisqu'elle a grandi sans connaître son père. Mélangé à ces trois grands problèmes, d'autres petits problèmes qui ont mené la star à faire des épisodes de dépression parfois très profondes. Ces épisodes de dépression profonde commencent en 1952 environ, quand la gloire commence à montrer le bout de son nez. C'est aussi à cette époque que Marilyn commence à prendre une ou des médications pour réguler son sommeil et ses humeurs. C'est malheureusement le début d'un grand cirque médical pour Marilyn. Dans les années qui suivront, l'actrice va prendre tout un cocktail de pilules. Elle en prend pour mieux dormir, elle en prend pour se réveiller, elle en prend pour être attentive sur les plateaux, elle en prend pour sa concentration, elle en prend pour diminuer son anxiété. Et je pourrais continuer comme ça pendant un très long moment. Toutes ces pilules sont mélangées avec beaucoup d'alcool que Marilyn prend pendant les fêtes, les soirées auxquelles elle est invitée et le soir avant de dormir. Des habitudes plus ou moins saines. Dans les années 50, la blonde, pour essayer de soigner ses dépressions, va voir plusieurs psychologues, psychiatres et faire des dizaines de thérapies pour essayer de se comprendre. Des spécialistes qui seront pas toujours très utiles, voire même nocifs pour quelques-uns. Ils vont pas l'aider du tout. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Ralph Greenson vers les années 60, avec qui le courant passe. Greenson est un psychiatre reconnu et va suivre très bien la star, lui donner beaucoup de pistes pour comprendre son passé, les événements qui lui ont laissé une marque. Il va donner de la lumière à Marilyn qui en a tellement besoin. Il va la sortir de l'ombre dans laquelle elle s'était mise, qui l'ont poussée à faire quelques tentatives de suicide au fil des années. À chaque fois qu'elle essaie de s'enlever la vie, elle appelle à l'aide. Un détail important ici. C'est ici qu'on revient aussi à l'été 62, comment allait Marilyn Monroe au moment de son supposé suicide. Elle n'était pas au top de sa forme.
À partir des années 60, le sex symbole se voit vieillir et comme plusieurs grandes stars de l'époque, c'est une épreuve des plus horribles. Toute sa vie, Marilyn a été décrite comme l'ultime sex symbole, le modèle de la plus belle femme au monde. À 34 ans, elle voit son corps se transformer, ses seins tomber, des rides apparaître et elle commence aussi à perdre ses cheveux. Ça fait plus de 10 ans qu'elle se teint les cheveux en blond et à la longue, ça abîme le crâne, le cuir chevelu. Ce qui fait qu'elle doit commencer à porter des perruques pour tourner certains événements et tourner ses films. Des films souvent plus comiques qui commencent à la lasser. Très tôt dans sa carrière, on va classer la blonde comme étant une actrice de comédie, de films très légers, très simples. Ça va plaire à Marilyn un certain temps jusqu'à ce qu'elle commence à trouver ce personnage de blonde naïve un peu lourd à porter. Elle n'est pas une blonde naïve, elle le sait, elle est brillante et elle veut jouer les drames. Elle veut jouer dans des films plus sérieux. Mais les studios sont peu enthousiastes face à tout ça. Les films de Marilyn Monroe sont des méga succès au box-office et on veut pas casser ses profits. L'actrice va enchaîner les productions comiques jusqu'en 61, quand elle tourne dans le drame western de Misfit, qui sera un succès monstre. D'ailleurs, c'est dans ce film qu'on retrouve, selon les fans de la blonde, la meilleure scène de l'actrice, celle du pétage de coche en plein milieu du désert. Excellent film où Marilyn a été surveillée afin qu'elle soit en pleine mesure de ses moyens pour tourner. Ça pouvait être un tournant dans sa carrière. À l'été 62, elle a commencé le tournage de Something Got to Give, qui est déjà annoncé comme un méga succès après que des photos nues de l'actrice pendant le tournage ont fuité. On peut douter du mot « fuiter », ça sonne comme un coup publicitaire, mais bon. Donc, en 1962, Marilyn est tourmentée par la transformation de son corps, par le vieillissement et par sa carrière qui ne prend pas la direction qu'elle le voudrait, bien qu'elle s'améliore quand même. Il y a malheureusement d'autres choses qui la tourmentent. À 36 ans, Marilyn n'a pas d'enfant et ça, c'est le grand drame de sa vie. C'était son rêve de devenir mère, donner à son enfant tout ce qu'elle a manqué étant elle-même une petite fille sensible. Elle a fait plusieurs fausses couches et a dû avorter à quelques occasions. Et en 62, elle n'est pas en couple et elle sait que ce sera très difficile d'avoir un enfant à cet âge. Il n'est pas trop tard, elle le sait, mais on est à minuit moins 1. Plusieurs proches affirment que si on avait donné le choix à l'actrice entre sa carrière, la gloire, l'argent et avoir un enfant, elle aurait choisi l'enfant. Un choix facile même. Durant l'été 62, ses relations avec les Kennedy vont presque disparaître. Si vous voulez comprendre toute cette affaire, je vous conseille mon épisode là-dessus. Je le mettrai en barre d'infos. J'ai défait un peu le mythe, tout ce qui s'est dit au fil des années, qui était pas nécessairement appuyé sur des preuves tangibles. Mais pour ceux qui l'auraient pas écouté, je vais vous faire un très bref résumé. Marilyn Monroe, le président des États-Unis, John F. Kennedy et son frère Robert Kennedy ont entretenu des relations très intimes, voire un peu amoureuses. Des relations qui ont fragilisé l'intérieur de la Maison-Blanche, mais aussi les relations entre les membres des Kennedy. Et à l'été 62, pour leur bien, mais aussi pour leur image, les Kennedy ont pris la décision de délaisser un peu Marilyn. Pour l'image de la Maison-Blanche et du président des États-Unis, toutes ces rumeurs d'adultère avec le sex symbole étaient très néfastes. Marilyn s'est sentie utilisée, délaissée et elle est très triste parce que elle aimait bien l'ambiance, l'amitié intime ou des plus ordinaires qu'elle avait avec le clan présidentiel. En juillet 62, elle va essayer de reprendre contact et ses relevés téléphoniques qui avaient mystérieusement disparu pendant des décennies et qui ont récemment été retrouvés comme par magie à la CIA, faut souligner, le prouve. Elle avait essayé de reprendre contact. Elle téléphonait plusieurs fois par jour à la Maison-Blanche, aux maisons de vacances des Kennedy qui, eux aussi, essayaient de téléphoner très souvent à l'actrice.
Dans les dernières semaines, mois de sa vie, Marilyn avait exprimé à Ralph Grinson son désir de tout arrêter. Elle voulait mettre un terme à ses relations qu'elle comprenait toxiques avec les Kennedy. En lien avec sa relation avec le président, Marilyn était placée sous écoute depuis plusieurs mois au moment de sa mort. On sait pas trop pourquoi, mais des dossiers du gouvernement américain le confirment. La star était écoutée épiée. Pourquoi? Ça, malheureusement, on le sait pas. Marilyn le savait-elle? On l'ignore aussi. Mais elle voulait aussi tout arrêter sa carrière. Elle a souvent parlé de ne plus faire de cinéma, de s'enfermer quelque temps chez elle et de presque recommencer à zéro. Elle avait de plus en plus de mal à supporter la pression à la fois du grand écran, de celle que son physique et son image lui imposaient. Toujours être la plus belle, la plus élégante devenait très difficile. En contradiction avec tout ça, elle avait souvent mentionné qu'elle désirait continuer et pousser sa carrière dans une nouvelle voie, atteindre de nouveaux sommets. Vous comprenez dans quel genre d'état mental était Marilyn Monroe lorsqu'elle décède dans la nuit du 4 au 5 août 62. Un état mental assez fragile, confirmé par ses proches qui la décrivent comme éteinte, parfois absente. Des absences qui pouvaient être expliquées par sa prise de médicaments qui a augmenté durant l'année 62. Au moment de sa mort, Marilyn prend plus d'une vingtaine de pilules par jour pour différents problèmes que je vous ai déjà nommés plus tôt. Pour faire un lien avec sa carrière au grand écran, toutes ces pilules rendent parfois Marilyn inapte à bien tourner, à bien répéter et lentement. Sa réputation, déjà fragile, tombe peu à peu. On sait plus trop si on peut lui faire confiance, on sait jamais vraiment comment il va arriver sur les plateaux. Donc, est-ce que le soir du 4 août 62, Marilyn en a eu assez et a décidé de s'enlever la vie? Elle était à un point tournant de sa vie et de sa carrière. On a retrouvé, selon la version officielle, Marilyn nue dans son lit, la main tenant le téléphone. Est-ce qu'elle aurait tenté de s'enlever la vie et, comme par le passé, regretté sa décision et aurait essayé d'appeler à l'aide? On le saura jamais. Si l'annonce de ce suicide probable brise le cœur du monde entier, c'est aussi la naissance d'un mystère, celui de la mort emblématique de Marilyn Monroe. Dès les années 60, des dizaines de théories différentes verront le jour. Her housekeeper, Eunice Murray, noticed that Miss Monroe still had her bedroom light on at midnight. At 3 a.m., Miss Murray found the light still on, the door locked. A physician, hurriedly summoned, broke a bedroom window, found the actress dead in bed, holding in one hand a telephone which was off its hook, with an empty bottle of sleeping pills nearby. No notes were found, but since the actress was known to have been depressed of late, a deputy coroner listed the death as an apparent suicide, pending completion of an autopsy. Quand la mort de Marilyn Monroe est annoncée, le suicide probable est accepté par la grande majorité de la population, non seulement aux États-Unis, mais aussi partout ailleurs. Mais dès 62, il va y avoir des personnes, majoritairement fans de l'actrice, qui vont voir d'autres hypothèses et lentement, ces idées vont se répandre comme une traînée de poudre et convaincre de plus en plus de personnes. Des théories qui vont avoir l'air vraisemblables pour certaines. Là ici, je parle bien évidemment pas du journal de Los Angeles qui affirme que Marilyn Monroe a été mordue par un vampire et qu'elle a été tuée par la CIA afin qu'elle ne morde pas les Kennedy. Loin de là. La première théorie, elle, explique que Marilyn Monroe aurait pris accidentellement une trop grande quantité de somnifères, une erreur qui lui aurait coûté la vie. La thèse de l'accident. Après avoir pris une grande quantité de pilules, elle se serait mal sentie, aurait peut-être même pressenti sa mort et aurait tenté d'appeler à l'aide.
C'est connu, la prise de Nambutal sur le long terme peut affecter la mémoire à court terme, la capacité à prendre des décisions également. Dans ce cas-ci, l'actrice aurait oublié qu'elle avait déjà pris une quantité de somnifères et aurait continué à en consommer jusqu'au moment fatal. Une version de l'histoire qui se peut. Donald Spoto, l'un des biographes les plus reconnus de la blonde, lui a émis une théorie très intéressante dans son livre Marilyn Monroe, la biographie, livre que je vous conseille d'ailleurs. Spoto explique qu'en 62, Ralph Grinson, le psychiatre de Marilyn, lui avait parlé de lavement à l'hydrate de chloral. L'hydrate de chloral peut être utilisé comme hypnotique dans certains cas et pour un lavement, il servirait à nettoyer presque parfaitement l'intérieur du corps, en plus de faciliter la perte de poids. Pour Marilyn qui voyait son corps changer, ça lui a peut-être paru comme une bonne solution pour maigrir. Donc, selon le biographe, le soir du 4 août 62, Marilyn aurait fait l'un de ces lavements à l'hydrate de chloral qui, mélangé au Nambutal, peut être fatal, chose que l'actrice ignorait. Est-ce que Marilyn aurait fait cette erreur fatale? Spoto soutient que Grinson se sentait peut-être coupable de la mort de l'actrice et pour préserver sa réputation, il aurait, avec l'aide d'Eunice Murray, inventé toute l'histoire de la découverte du corps. Une théorie qui se tient un mélange fatal par erreur que le psychiatre aurait voulu dissimuler. Mais Ralph Grinson est impliqué dans une autre thèse accidentelle de la mort de l'actrice. Plusieurs biographes du sex symbole en ont parlé, celle de l'injection de Nambutal entraînant la mort de l'actrice. Le soir du 4 août 62, Grinson se serait rendu chez Marilyn qui ne trouvait pas le sommeil pour lui injecter du Nambutal directement dans le sang. Une dose qu'il aurait, pour une raison quelconque, mal calculée entraînant la mort de l'actrice par accident. Une dose qui équivaut à 25 voire jusqu'à 35 pilules du puissant somnifère. Une surdose qui l'aurait tué presque sur le coup. Comme pour l'histoire du lavement, pour préserver sa réputation, Murray et Grinson auraient inventé toute une autre histoire. Cette histoire d'injection par les veines expliquerait deux choses dépeintes durant l'autopsie. Soit l'absence du résidu jaunâtre laissé par les comprimés de Nambutal dans l'estomac et les petits trous d'aiguille sur les avant-bras de l'actrice. Si dans cette version de l'injection d'une surdose de Nambutal met la faute sur le psychiatre Ralph Grinson, une autre version accuse le docteur de l'actrice, Heman Engelbert. Dans cette autre version, le docteur aurait rendu visite à l'actrice durant la journée du 4 août, lui aurait donné une première dose de Nambutal et en soirée, incapable de trouver le sommeil, Eunice ou Marilyn auraient téléphoné au docteur qui serait revenu et par la suite donné la dose fatale à l'actrice. Les théories sur la mort accidentelle de l'actrice vont lentement faire leur bout de chemin et convaincre toujours plus de personnes dans les années 60. Dans les années 70, de nouvelles théories, plus sombres cette fois-ci, vont voir le jour. La première est apportée par Norman Mailer dans son livre Marilyn, la biographie. Un livre où il y a des choses à prendre et des choses à laisser dans la mesure où l'auteur ne s'appuie pas toujours sur des faits officiels. Selon Norman Mailer, Marilyn Monroe aurait été assassinée par la CIA. Mailer est le premier à parler publiquement de ce genre d'hypothèse. Ça faisait plusieurs années qu'à travers le monde, on discutait de possibilités d'assassinat dissimulés en secret. Et c'est en 73 que Norman Mailer, réputé écrivain américain, met cette première version au grand jour. Dans son livre, l'écrivain explique qu'au moment de sa mort, la blonde connaissait certains secrets politiques et intimes sur les Kennedy. Des secrets qu'elle aurait appris au fil de ses rencontres avec le clan présidentiel. Un clan qui lui faisait très confiance. En août 62, lorsqu'elle apprend qu'elle a été un jouet pour eux, elle aurait alors menacé de tout dévoiler, ce qui aurait pu mettre le président et sa famille dans de très beaux draps, ébranlant non seulement la confiance du peuple américain envers son président, mais aussi toute la confiance du peuple envers son gouvernement. Donc, les Kennedy auraient demandé à la CIA d'éliminer l'actrice.
Une version des faits sur laquelle Mailer s'appuie sur rien de tangible, de vérifiable. À cette époque, ça reste ce qu'on appelle des oui-dire. À ce moment-là, le relevé des appels téléphoniques de l'actrice est encore introuvable. On ne sait pas que la Maison-Blanche et les Kennedy appelaient très souvent l'actrice chez elle. Même chose pour la blonde qui composait parfois plusieurs fois par jour le ou les numéros des frères Kennedy. À partir de 1973, l'hypothèse de l'assassinat dissimulé va prendre de l'ampleur et plusieurs auteurs vont en parler, toujours en s'appuyant sur des preuves plus ou moins véridiques, souvent douteuses, des témoignages de faux témoins et interprétant de leur point de vue certaines informations, certains dossiers. Des ouvrages que vous comprenez très peu fiables. Jusqu'aux années 80, ces théories vont prendre de l'ampleur mais vont toujours rester dans le domaine du fantasme. Et dans la décennie des épaulettes va arriver deux auteurs connus qui vont emmener un lot de preuves plus réalistes et qui vont s'appuyer sur des faits vérifiables et confirmés. Le premier est Milo Spiriglio, qui sort en 82, Marilyn Monroe, Murder Cover-Up. Un livre qui est le résultat d'années d'enquête pendant lesquelles l'auteur a eu accès à des dossiers de la police de Los Angeles, à certaines lettres de l'actrice et à des documents qui étaient gardés top secret jusque-là. Là où ça bloque, c'est que Spiriglio donne sa compréhension, son interprétation des faits de ce qu'il a lu. Ce qui donne un livre plus personnel, plus intime, presque comme un long texte d'opinion. Mais dans ce livre, il y a certains faits qui ont été confirmés au fil des années. Le plus important est le fameux calepin de Marilyn, où elle prenait des notes sur la politique des Kennedy. Elle y faisait aussi presque un compte rendu de ses rencontres avec le clan présidentiel et notait même certains sujets, certains enjeux qu'elle voulait parler avec ses amis du gouvernement. Un calepin qui, vous le comprenez, détenait des informations très importantes autant sur la politique que sur ses relations avec les Kennedy. Un petit livret qui, à la mort de l'actrice, disparaît mystérieusement et qui ne sera jamais retrouvé. Son existence est confirmée par plusieurs intimes de Marilyn qui l'ont vu prendre des notes très souvent au cours de sa vie. Est-ce que ce fameux calepin disparu contenait des notes importantes, des informations sur les relations que Marilyn entretenait avec le clan présidentiel? Sûrement. La sortie de Marilyn Monroe, Murder Cover-Up, est un grand choc partout sur la planète. Le choc est tel que la sortie du livre fait rouvrir l'enquête. Hélas, même si l'enquête recommence, rien de nouveau sortira et le suicide probable est maintenu. Le deuxième auteur, lui, a causé plus polémique que Spiriglio. C'est Anthony Summers. En 85, il a sorti Goddess, The Secret Lives of Marilyn Monroe. Un livre qui est décrié encore aujourd'hui comme étant une insulte à l'existence de l'actrice. Parce que pour cet ouvrage, l'auteur affirme avoir lui aussi eu accès à plusieurs documents, témoignages, bobines d'enregistrement, etc. Summers a raconté avoir parlé à plus de 650 personnes ayant connu l'actrice et qui avaient des choses à dire. Malheureusement, les noms de toutes ces personnes sont gardés secrètes, tout comme ses notes. Vous comprenez qu'avec des informations provenant de sources aussi floues, ça fait un ouvrage peu crédible qui sème la controverse. Dans son ouvrage, grâce à ses témoignages, Summers déduit que la star était dans les derniers temps de sa vie devenue psychotique et souffrait de délire. Toujours selon l'auteur, elle aurait vécu un nombre impressionnant d'épisodes d'hystérie, de folie, de paranoïa. Des épisodes qui ne sont confirmés par aucun proche de l'actrice, même Ernest Murray, qui vivait avec elle, je le rappelle, n'a jamais mentionné de moment de délire ou de folie. Les différents psychologues et le psychiatre Greenson ne parlent pas non plus de ces nombreux épisodes de délire, chose plutôt curieuse pour des spécialistes de la psychologie. Pourtant, Anthony Summers a parlé à Ernest Murray et Greenson pour écrire son livre. L'auteur explique la mort mystérieuse de Marilyn comme un assassinat commandité et dissimulé par les Kennedy. Le clan présidentiel craignait que cet état de folie nuise à leur réputation. Une explication assez douteuse qui semble tirée par les cheveux et qui surtout s'appuie sur rien de tangible.
Par contre, si on peut prendre quelque chose du livre d'Anthony Summers, c'est les témoignages, les versions des faits différentes de Ralph Grinson, le psychiatre, et Dennis Murray. Grinson étant mort en 79, Summers l'a rencontré à plusieurs reprises entre 76 et sa mort, et a pris plusieurs notes. Rappelez-vous, Grinson avait dit avoir été appelé à se présenter chez Marilyn tard le 4 août par une Eunice Murray complètement paniquée. C'est d'ailleurs dans cet état qu'il la retrouve à son arrivée. Il va raconter une toute autre histoire à l'auteur. Grinson raconte qu'il a en effet été appelé par la gouvernante de l'actrice tard le 4 août, jusque-là rien ne change. Par contre, à son arrivée, il ne trouve pas Eunice Murray paniquée, mais plus nerveuse et anxieuse. Il raconte qu'elle était en train de faire une lessive de draps de serviettes au beau milieu de la nuit, que la maison sentait le propre, mais le très propre, comme si on essayait d'effacer des traces ou de dissimuler une odeur. Très anxieuse, Murray l'aurait emmenée à la fenêtre de l'actrice et lui aurait dit « Elle est là », avant de partir refaire son ménage. Un comportement très étrange pour quelqu'un qui se dit très inquiète de la situation. Cette version des faits racontée par Grinson est tout de même assez différente de la première donnée en 62. À la sortie de son livre, Summers provoque une polémique, comme je le disais. Des informations pour la plupart fausses qui vont engendrer la légende de la mort mystérieuse de Marilyn Monroe et de ses relations avec les Kennedy. Parce que oui, dans son livre, l'auteur écrit tout un tas d'informations fausses sur Marilyn et JFK, allant de rendez-vous sexuels à la demande de mariage jusqu'à la blonde enceinte du président. Tant de mots, d'hypothèses qui s'appuient sur rien. Vous connaissez, par contre, La machine des médias, un livre qui crée beaucoup de bruit, c'est payant, et la même année, en 85, un documentaire dirigé par Anthony Summers voit le jour. Say Goodbye to the President, un titre qui fait référence aux supposés derniers mots de l'actrice. Dans ce documentaire, Eunice Murray y apparaît et raconte sensiblement la même histoire. Mais une fois les caméras éteintes, toujours enregistrées par contre, elle dit « Je ne sais pas pourquoi à mon âge, après tout ce temps, je dois cacher encore la vérité. » Puis Summers enchaîne en lui demandant ce qu'elle veut dire. Murray ne répond pas, mais aurait sourcillé et aurait pointé le ciel. Summers lui demande par la suite si elle pense que c'est un assassinat orchestré par les Kennedy. La réponse de Murray est stupéfiante. Elle répond « Je le sais parce que j'étais là ». Une réponse énigmatique qui laisse des centaines de suppositions et encore plus de questions. Le travail d'Anthony Summers a souvent soulevé des questions sur la fiabilité de son œuvre, de ses recherches. Mais en 1993, Anthony Summers va donner la parole à Norman Jeffries, un témoin des plus importants qui n'a jamais été interrogé par les policiers. Pourtant, Jeffries était présent toute la journée du 4 août 62 et sa présence est confirmée non seulement par Eunice Murray, mais aussi par des dizaines de photos. Son témoignage va renforcer l'hypothèse d'un assassinat commandité par les Kennedy. Les informations concernant la mort de Marilyn Monroe furent totalement cachées par la police de Los Angeles, par le bureau du coroner de Los Angeles et par tous les dirigeants qui gouvernaient le comté à cette époque. Il fallait éloigner Bobby de la ville, l'écarter de toute cette histoire. Il y avait aussi des conversations téléphoniques avec des dates de rendez-vous, disons amoureux, entre Jack Kennedy et Marilyn Monroe, entre Jack Kennedy et d'autres personnes, entre Bobby Kennedy et Monroe, entre Bobby Kennedy et d'autres personnes. Elle était folle de lui. Je crois que lui aussi était fou. Non, ce n'était pas un suicide. Marilyn Monroe était bel et bien assassinée. Il s'intéressa de près aux relations politiques qu'avait Marilyn Monroe. Elle s'amusait à le taquiner, sachant tout à fait jusqu'où elle pouvait aller. Il avait toujours voulu rencontrer cette pin-up, ce symbole sexuel qu'était Marilyn Monroe. Quand Anthony Summers a commencé à écrire son livre puis son documentaire, il a essayé de rejoindre un certain Norman Jeffries. L'homme ne voulait pas parler à Summers et Eunice Murray n'était pas du tout d'accord avec cette rencontre aussi. Qui est Norman Jeffries et pourquoi l'auteur voulait à tout prix le rejoindre? Pourquoi aussi Eunice Murray s'opposait autant à cette rencontre? Je vais tout vous expliquer.
Norman Jeffries était le gendre d'Ernest Murray et aussi homme à tout faire de Marilyn Monroe, et surtout, il a été présent les journées du 4 et 5 août 62. Une présence qui est confirmée par les dossiers de police. Par contre, jamais il a été interrogé par les autorités de Los Angeles pour des raisons qu'on ignore. Jeffries, après 62, a toujours refusé de parler aux journalistes, aux médias, aux auteurs. En 93, il contacte lui-même Anthony Summers et lui dit qu'il n'a plus rien à perdre, qu'il ne craint plus pour sa vie puisqu'il est sur son lit de mort. Jeffries va dire « Ils ne peuvent pas m'électrocuter dans mon lit d'hôpital. » Il va mourir quelques années après de raisons qu'on ignore, mais sûrement de vieillesse. Anthony Summers se rend donc à la rencontre de cet homme qu'il a tant voulu rencontrer et écouter, et il sera pas déçu. Après les brèves présentations, Jeffrey regarde droit dans les yeux l'auteur et lui dit « Je vais te raconter la pire expérience de ma vie. » Et voici le témoignage de Norman Jeffries. Le 4 août 1962, Norman est arrivé chez Marilyn Monroe à la demande d'Eunice Murray. Il est environ 8 heures du matin lorsqu'il frappe à la porte. À son arrivée, la gouvernante lui dit de pas trop faire de bruit puisque l'actrice dort toujours. Une demi-heure après, il voit la star apparaître. Elle est pâle et semble complètement dans les vapes, totalement absente. Elle ne répond pas à son bonjour, chose inhabituelle. Eunice lui raconte alors que Marilyn a sûrement mal dormi puisque la veille, elle s'est disputée avec Pat Newcomb, sa relationniste, une dispute qu'Eunice décrit comme une simple querelle. Jusque-là, tout concorde avec la version d'Eunice Murray qui elle aussi a raconté que l'actrice avait très mal dormi la veille à cause d'une petite dispute. Mais l'homme à tout faire s'inquiète. Il voit que Marilyn est étrange. Elle a le regard livide, elle est totalement absente. Eunice le rassure, le manque de sommeil lui fait toujours cet effet. Vers midi, à sa grande surprise, il apprend que Pat Newcomb, la relationniste, a dormi chez l'actrice. Il se faisait tard après la dispute et elle a décidé de dormir dans la chambre d'amis. Jeffries voit alors la relationniste surgir dans la cuisine en coup de vent, puis soudainement, la dispute repart de plus belle. Une dispute très chaotique, mais l'homme comprend qu'il s'agit d'un rendez-vous raté entre Marilyn et Robert Kennedy qui devait avoir lieu la veille, soit le 3 août. Pour une raison ou une autre, le rendez-vous avait été annulé et l'actrice est loin de s'en réjouir. Vers 12h30, enragée, Marilyn demande à Newcomb de quitter sa maison, chose que la femme refuse et elle retourne s'enfermer dans sa chambre avant de quitter plus tard, en après-midi, sans adresser le moindre mot à l'actrice. Vers 15h, Jeffries voit arriver Robert Kennedy, le frère du président, et Peter Lawford, un grand ami de Marilyn et du clan présidentiel. Dès leur arrivée, Robert Kennedy, qu'on appelle aussi Bobby, prend à part Eunice et Norman, leur tend une somme d'argent et leur demande de quitter la maison pendant environ 1 heure. Eunice et Murray comprennent qu'ils n'ont pas le choix et vont partir marcher dans le quartier. Mais à peine ils ont quitté le terrain qu'ils entendent crier puis hurler. Une dispute semble avoir éclaté et au loin, ils peuvent reconnaître la voix de l'actrice par-dessus celle de Bobby. Ils s'éloignent rapidement et à leur retour, environ 1 heure après, donc vers 16h, la voiture de Bobby Kennedy n'est plus là. Lorsqu'il entre à nouveau chez la star, il la retrouve très agitée. Lorsqu'ils ouvrent la porte, Marilyn sursaute et les regarde effrayée. C'est ce que décrit Norman Jeffries du moins. Il a trouvé qu'elle avait l'air d'avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un. Une fois la surprise retombée, elle se met à marcher rapidement dans le salon, elle parle sans cesse et son discours est très confus. Elle tremble, elle a réellement l'air de craindre quelqu'un. Une fois calmée, Marilyn retrouve l'état dans lequel elle était le matin même, ce qui veut dire une espèce d'absence. Jusqu'au soir, Marilyn s'est reposée, elle a lu un peu et a fait différentes tâches dans la maison. Le soir du 4 août 62, Jeffries voit la voiture du frère du président revenir. Cette fois-ci, il n'est pas avec Peter Lawford, mais avec 2 hommes vêtus de noir qu'il ne connaît pas. Les 2 hommes inconnus font comprendre à l'homme à tout faire qu'il ne peut pas rester à l'intérieur de la maison pendant la visite de Robert Kennedy. Il l'escorte rapidement à l'extérieur et lui ordonne d'y rester, jusqu'à ce qu'ils aient quitté la maison.
Quelques minutes plus tard, Eunice Murray rejoint Jeffrey et semble très inquiète, très nerveuse. Puis ils entendent à nouveau crier. Une nouvelle dispute semble avoir éclaté. Soudainement, tout se calme et vers 22h15, Robert Kennedy et les deux hommes quittent la maison de l'actrice, les phares de voitures éteints. Discrétion totale. Une fois la voiture éloignée, ils regagnent l'intérieur de la maison et c'est là qu'ils ont une vision des plus horribles. Marilyn est étendue par terre, face contre sol et elle semble inconsciente. Pendant plus d'1 heure, Murray et Jeffrey ne savent pas du tout quoi faire. Murray semble paniquée, elle n'ose pas toucher le corps. Jeffrey, lui, le savait, elle était morte. Kennedy l'avait tuée, c'était une évidence. Finalement, vers minuit, soit plus d'1h30 après le départ de Bobby, il se décide enfin à transporter l'actrice du salon jusqu'à son lit avant de la déshabiller. Toujours selon Norman Jeffrey, après avoir placé l'actrice dans son lit, Eunice s'est mise à paniquer, a appelé Ralph Grinson, le psychiatre, qui est arrivé chez l'actrice. Peu de temps après, sans qu'il sache comment, Pat Newcomb et Peter Lawford sont arrivés. Ils ont regardé l'actrice avant de faire un ménage rapide, ménage que la gouvernante avait déjà commencé. Après le départ de Newcomb et Lawford, Grinson et Murray se seraient entendus sur une version à raconter, soit celle qu'ils ont racontée aux policiers le lendemain. Pendant ce temps, Jeffrey lui observe la situation en faisant le ménage et les différentes tâches que Murray lui avait assignées. Nettoyer le tapis, passer le balai dans l'entrée. Des occupations que l'homme décrit comme un nettoyage de preuve qu'une voiture était passée par là. À 4h30, le docteur Heman Engelbert arrive, confirme le décès et après, c'est le cirque médiatique. Les photographes prennent des dizaines, voire des centaines de clichés tôt le matin du 5 août 62. Des photos où l'on voit Norman Jeffries qui prouve qu'il était bel et bien à la maison de Marilyn Monroe dans la nuit du 4 au 5. Puis le 5 août, il a vu les policiers travailler et il a vu de drôles d'agents arriver à la maison de l'actrice emportant avec eux des dossiers, des témoignages des voisins. Puis l'homme à tout faire a finalement quitté vers 19h30 le 5 août. Jeffries termine sa rencontre avec l'auteur en disant que pendant des années, il a refusé de parler parce qu'il craignait pour sa vie. Il ne voulait pas parler. Il savait que sa version des faits, qu'il dit réelle, attention, était compromettante pour le clan Kennedy et ne voulait pas devenir une cible. Pourquoi le témoignage de Norman Jeffrey est très intéressant? Parce qu'il concorde avec des témoignages de voisins qui ont affirmé avoir vu rentrer chez Marilyn une voiture présidentielle mais aussi Robert Kennedy. Ces mêmes voisins en sont persuadés. C'était le frère du président qui a rendu visite à l'actrice le soir où elle est morte, il n'y a aucun doute. Des témoignages des voisins qui ont, pendant des années, été mis de côté sans qu'on sache pourquoi. Pendant des années, il a été impossible d'avoir accès à ces informations, à ces versions des faits. Il a fallu attendre plus de 3 décennies avant que la police de Los Angeles déclassifie ces dossiers. De ces mêmes dossiers déclassifiés, on mentionne la propreté extrême de la maison de la blonde. On mentionne qu'un ménage en profondeur avait été fait quelques heures avant l'arrivée des policiers. Encore une fois, ça concorde avec le témoignage de l'homme à tout faire. Pour terminer, j'aimerais avoir votre opinion. Que pensez-vous qu'il est arrivé à Marilyn Monroe dans la nuit du 4 au 5 août? Suicide, accident, meurtre, écrivez-moi ce que vous pensez en commentaire. Je suis très curieux de vous lire. Mon avis personnel là-dessus, je sais vraiment pas. Avec les antécédents de Marilyn, le suicide semble la réponse la plus facile, la solution au mystère. Elle a souffert de graves dépressions presque toute sa vie et elle a été tourmentée par le fait de vieillir. Elle semblait, selon son psychiatre, être un peu confuse, ambiguë, sur son avenir. Cinéma, pas cinéma, on sait pas trop. Mais d'un côté, je trouve que la thèse de l'assassinat par les Kennedy est tout de même très intéressante. Depuis la mort de JFK, on a appris beaucoup de choses sur le clan Kennedy, des personnes peu fréquentables qui tournaient autour d'eux. Des rumeurs d'assassinats commandités ont aussi vu le jour.
pourquoi ils auraient pas fait la même chose avec Marilyn, qui était, je trouve que c'est une évidence là, qui était au courant de certains secrets intimes et politiques. En plus, le 4 août 62, le jour de la mort de Marilyn Monroe, concorde avec une étrange visite à Hollywood de Robert Kennedy, une visite éclair qui a duré que quelques heures et dont on ne connaît aucunement la nature. C'est louche. Donc, je sais pas, je peux pas trancher officiellement, mais la thèse de l'assassinat me fait de l'œil quand même. Saurons-nous un jour ce qui est réellement arrivé dans la nuit du 4 au 5 août 62 à la femme la plus connue au monde? Il y a tant de dossiers toujours gardés secrets. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.